Jérôme, on te laisse la partie la plus intéressante de la présentation, qui est justement avec nos invités, qui sont Nicolas, Julien-Henri et Yvan. C'est ça, qui vont partager avec nous leurs expériences d'utilisateurs. Alors, je vous invite à me rejoindre. On va commencer par se présenter, même si certains d'entre vous sont déjà venus plusieurs fois ici. Julien-Henri, Maurice, directeur marketing de Bazar Chic. Bazar Chic, en quelques chiffres, on rappelle ce que pèse le mobile au sein de votre entreprise désormais. Bonjour à toutes et à tous, donc Julien-Henri Maurice, directeur marketing de Bazar Chic. Le mobile chez Bazar Chic, c'est plus de 60% de l'audience et pratiquement 50% du chiffre. Voilà, c'est le quotidien. En 3 ans, on est passé de 7% à plus de 60% de l'audience. Donc ça a changé nos process de travail, nos outils, nos partenaires, nos recrutements, notre façon de tout faire. Donc c'est le quotidien, c'est le challenge. Et vous nous l'aviez rappelé il y a quelques temps, non seulement vous êtes mobile first, mais vous êtes app first, hein, avec une très forte communauté d'utilisateurs d'applications iPhone. Oui, beaucoup plus qu'1 million de downloads. Première application transactionnelle sur notre univers des ventes privées. L'apparition de la première application iOS Bazar Chic remonte à août 2009, donc ça fait presque 7 ans qu'on fait du mobile. Et donc évidemment les applications, c'est un sujet stratégique chez Bazar Chic. À votre droite, Nicolas Oisel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable web et mobile chez À Vendre à Louer, qui est l'une des marques du groupe Solocal, ex-groupe Page Jaune. Exactement. Que pèse aujourd'hui aussi le mobile et les applications au sein de votre groupe Petite rectification, je ne m'occupe pas du web. Enfin, je m'occupe du web mobile, mais j'ai une homologue qui travaille sur le web. Moi, je m'occupe spécifiquement de l'activité mobile et de l'innovation au sein d'À Vendre à Louer. Alors, le mobile chez nous, c'est à peu près entre 30 et 40% de l'audience. On va dire qu'on est aux alentours de 30%, 32% de l'audience globale. Mais également en forte croissance. En forte croissance, une audience mobile qui double d'année en année. Et donc beaucoup d'enjeux sur la recherche immobilière en France sur mobile, beaucoup de concurrents aussi, un univers très concurrentiel. Voilà. Vous regardez pas Orange Non, on n'est pas concurrent, non, du tout. À part les couleurs entre le jaune et l'orange. Non, effectivement. Non, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des gens de chez Se Loger, Logic Imo, Le Bon Coin, etc. Mais ça fait partie de notre environnement concurrentiel quotidien. Et on peut donner d'autres chiffres sur cette activité en termes de chiffre d'affaires? Alors sur le chiffre d'affaires, non, parce que voilà, c'est des choses qu'on communique de manière officielle en fin d'année. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui croît beaucoup. Sur le mobile, je vous dis, une audience mobile qui est multipliée par 2 d'année en année. Donc beaucoup d'efforts sur le mobile au quotidien. Et on va revenir dans un instant sur vos best practices. Yvan, vous êtes directeur des applications mobiles chez Orange, ça va, je ne dis pas de bêtises. Alors Orange, évidemment, on vous connaît comme un grand opérateur avec, je crois, plus de 200 millions de clients à travers le monde, mais vous êtes également un immense éditeur d'applications. Oui. J'ai découvert les chiffres. Rappelez-nous aujourd'hui que pèse aujourd'hui cette activité chez vous. Donc moi je suis au niveau groupe, donc en fait on travaille pour l'ensemble des pays du groupe, donc c'est 30 pays du groupe dans lequel aujourd'hui on délivre des applications, et c'est vrai qu'on a un portefeuille assez riche qui est composé de plus de 170 références d'applications, parce que dans pas mal de pays on a des applications vraiment locales, donc on a un mix d'applications qu'on retrouve dans plusieurs pays, et puis pas mal d'applications qui sont spécifiques à des pays. Donc c'est plus de 170 références, on les décline sur les OS, etc. Et donc voilà, au quotidien, c'est plus de 450 binaires d'applications qu'on voit passer, en particulier que mon équipe gère, notamment pour piloter la performance, la qualité et la distribution. Et ce portefeuille, il a été téléchargé à plus de 150 millions de fois. Donc voilà, on est assez content de l'attractivité que génère ce portefeuille. J'imagine là aussi une forte croissance. Oui, alors évidemment, donc on a une croissance comme tout le monde au niveau des applications, et puis on a un fort enjeu globalement sur la digitalisation des actes de nos clients, et notamment dans la relation client. Et par exemple, en particulier sur notre application Orange et Moi, qui est l'application pour gérer son compte, là on a vraiment constaté récemment que les usages sur mobile et dans l'application sont devenus supérieurs aux usages sur le web.
Puis également un virage vers des nouveaux métiers plus bancaires qui passent aussi en grande partie par les applications. Aussi. Très bien. Alors, on va revenir à Julien-Henri Maurice. Donc, le sujet de cette table ronde, c'est de, en gros, partager les meilleures pratiques en matière d'engagement avec l'utilisateur, de conversion et de récurrence. Si on devait se focaliser sur cette première étape de l'engagement, si je comprends bien, ça passe par l'adoption de nouveaux outils. On n'est plus dans le cookie-centrique qu'on avait évidemment sur le web. Là, on est plutôt dans du people-centrique, du user-centrique. Comment est-ce qu'on pourrait parler de cette nouvelle génération d'outils ? People, data-centric, data-driven, pas être dans une logique empirique. En effet, nous, pour créer de l'engagement, on a beaucoup travaillé sur l'interface. On a beaucoup travaillé aussi, évidemment, sur le référencement. On a beaucoup travaillé sur le temps de chargement. On a beaucoup travaillé et outillé sur les volumes de crash que l'on pilote, évidemment. On a beaucoup optimisé nos customer journey, nos parcours clients, en découvrant des choses intéressantes, justement, parfois. Mais la première étape, c'est l'outil, pour comprendre et Oui, analyser. tout à fait, pour comprendre. Donc, c'est le paramétrage, c'est de bien avoir tous ces bons events et de bien configurer tout ce qui est en back et pouvoir être totalement scalable et agile sur notamment tout ce qui remonte dans tous les SDK. Et de faire en sorte que même si on n'est pas sur une logique cookie et que donc on doit publier dans les stores pour pouvoir être agile quand ils nous répondent rapidement, on puisse l'être correctement via des outils. Donc c'était la première étape, vous avez choisi quel outil, vous ? Alors nous, on est sur la partie Crash, on est avec Crashlytics, qui est une filiale de Twitter. Vous avez noté, vous pouvez utiliser l'outil AHP aussi. Tout à fait, je l'ai regardé avec intérêt, c'est vrai. Donc nous, on utilise ça. Ça nous permet de voir tout ce qui se passe, que ce soit en conversion, en daily active user, en crash, et donc ça insulte totalement et complémente notre roadmap de hotfix que l'on peut faire pour justement faire en sorte de ne pas avoir de problème d'engagement. On utilise ensuite Aston pour la partie UX, Analytics, A/B testing. Donc là, on a pu voir beaucoup de choses. On a vu quelques screenshots et on a découvert des parcours clients que l'on n'avait pas forcément en tête. Donc c'était en effet un peu entre le design et l'expérience, on a pu commencer à être beaucoup plus pragmatique, donc ultra intéressant. Et puis sinon, on utilise Universal Analytics également pour suivre au global l'attribution. Et enfin, les derniers outils pour la partie, parce que c'est comme un site web, si l'application elle est pas vue ou téléchargée, ça ne sert pas à grand chose. On s'est doté d'un SDK conteneur donc, qui est une Marketing Console et qui permet de pouvoir faire l'attribution, parce que je pense que vous le savez, mais quand vous faites de l'acquisition sur du mobile, app mobile, lorsqu'il y a le téléchargement, vous perdez donc la source, le référeur, parce que les stores sont des systèmes fermés. Et donc, si vous n'êtes pas équipé d'un outil qui vous permet de pouvoir concilier vos petits entre vos cookies et le cookie-less, concrètement, comment mettre 1 million d'euros sur la table sur Facebook, qui est un bon provider, par exemple, d'applications, si vous pouvez savoir, finalement, qu'ils viennent de Facebook ou de l'affiliation ou de quoi que ce soit. Et donc, tous ces outils, toutes ces technologies sont, on va dire, app-centriques. Tout à fait, c'est totalement dans l'application. Et avec tout ça, on arrive à faire qu'elle ne fasse que 25 mégas. Donc beaucoup de très léger, beaucoup de travail sur une problématique effectivement de poids sur mobile. Oui. Nicolas, c'est un peu la même problématique quand on bascule dans une logique applicative, on est obligé de se réoutiller, d'avoir de nouveaux prestataires. Alors moi, je vais pas être très original par rapport à Bazarchic puisqu'on utilise aussi du coup Crashlytics pour comprendre les crashs et les parcours clients utilisateurs. Vous allez aussi tester là. On va peut-être tester la solution d'HP. On utilise aussi Azeton pour, donc comme le montraient David et Philippe tout à l'heure, modifier l'interface, comprendre le comportement de l'utilisateur par rapport à des changements du X, de UI. Et puis, on a d'autres outils pour là vraiment data pure et comprendre le parcours utilisateur avec des chiffres très précis, à savoir AT Internet. Avec ce Xiti. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le trio. C'est le seul outil qui a survécu un peu au monde du cookie. C'est ça, exactement. Qu'on utilise encore du coup sur site mobile, mais aussi sur nos applications. Voilà. D'accord. Et même question, Yvan, chez Orange, ce passage dans mon applicatif vous a obligé à vous réoutiller ? Oui, en fait, on s'est réoutillé, mais aussi on a revu nos démarches de conception d'applications pour être vraiment customer-centrique, je dirais.
Ça fait longtemps qu'on avait un programme qui s'appelle le Lab Orange et qu'on utilise vraiment de plus en plus pour co-concevoir nos applications avec nos clients. En fait, le Lab Orange, c'est 40 000 clients qui se sont portés volontaires pour tester nos applications en cours de définition ou pour nous aider à les co-construire. Donc en fait, on fait pas mal de workshops de co-création sur des sujets, puis on fait venir des clients, on leur donne des feuilles, des ciseaux, et puis ils conçoivent les applications, les designs comme eux aimeraient le trouver. Et je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui participent à ce Oui, programme c'est de 40 000. co-création. 40 000. 40 000 Lab Explorers qu'on active, alors qu'ils sont segmentés. Donc on peut faire des workshops vraiment en mélangeant les profils, des gens qui sont plutôt techno, d'autres moins, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui utilisent le mobile de manière assez basique et qui ne sont pas des experts. Donc c'est important pour nous de comprendre quelles sont leurs attentes. Voilà. Et puis donc une fois qu'on a fait ça, ben voilà, comme tout le monde, on utilise des outils. Donc en effet, on a fait le choix d'avoir des outils vraiment dédiés applications et performants. Enfin, ça a été notre choix parce qu'on trouvait que la plupart des outils plutôt web n'étaient pas forcément adaptés. Donc nous, on a assez tôt fait le choix de Captain, qui a été racheté par Microsoft depuis, qui est devenu Microsoft Azure Engagement, enfin Mobile Azure Engagement. Et on l'a déjà déployé dans 90 applications, parmi les 170. Et pourquoi on a fait aussi ce choix-là, c'est qu'en fait cet outil, il couple les push notifications. Donc pour nous, c'était important d'avoir déjà ce premier niveau de comprendre les usages au sein de l'application, pouvoir déjà créer des segments de clients en fonction de ce qu'ils font dans les applications et de pouvoir les engager au travers de push notifs segmentés. Et on a constaté que c'était quand même très très efficace. Et on va revenir dans un instant sur ces données. Et sinon, on utilise aussi Crashlytics. Et voilà, on est en train d'identifier quelques applications pour pouvoir tester assez rapidement Aceton et Apples. Alors justement, Aceton nous parlait des heatmaps. On voit que l'UX, c'est un sujet très très important. Julien Henry, qu'est-ce que vous avez appris là, en utilisant effectivement toutes ces heatmaps et on aurait l'importance de l'UX. Il y a des choses qui vous ont surpris? Oui, je voudrais juste revenir à une chose, parce que c'est en écoutant après les autres que je pense à des choses, évidemment. Donc, je suis le premier. Une chose qui me paraît important à dire, c'est qu'on est actuellement aussi en réflexion sur la partie recette. Parce que nous, on fait des soumissions parfois toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc ça devient un sujet, en gros, toujours Chloé, ma chef de projet mobile, qui passe beaucoup de temps sur la recette, parce que vu qu'on est une application transactionnelle, il faut pas avoir de régression. Sinon, comme je vous ai dit, si c'est pratiquement une transaction sur deux, si on peut plus acheter, c'est un peu oups. Et le oups n'est pas permis. Donc on est en train de réfléchir à ça pour dégager du temps sur cette fonction qui est très chronophage, ultra chronophage, et pas super stratégique. Et donc ça me paraît aussi important. C'est sous-traiter la soumission aux App Store, c'est ça? Oui, tout ce qui est QA, donc Quality Analysis, qui serait fait. On a identifié un partenaire qui en gros teste l'application sur, si on veut, 1200 devices. Donc vu comment c'est fragmenté chez Android, ça peut aider, etc. Je crois savoir où vous l'avez croisé. Oui, voilà. Je vous posais la question des heatmaps. On voyait tout à l'heure effectivement plusieurs screenshots qui venaient de votre application. Qu'est-ce qu'on apprend avec ces nouveaux outils sur le fonctionnement de ces utilisateurs et qu'est-ce qui vous a permis d'améliorer un peu les choses? On apprend plein de choses. La première chose que ça fait, c'est que ça participe vraiment à la transformation et au rapprochement avec le SI. C'est-à-dire que quand on implémente une solution comme Aston, forcément, ça va mettre en lumière tout. Donc on va être encore une fois data-driven. On ne sera plus dans l'empirique. Une des choses que ça a révélé, c'est notre page login, qui a été montrée tout à l'heure, puisque c'est un système fermé bazarchique, c'est des ventes événementielles sur Internet. Il faut s'identifier. Il faut s'identifier et s'inscrire. La chose qu'on a identifiée, c'est qu'en fait, le module de cette page avait été finalement, au niveau architecture, donc ça va assez loin au niveau technique, a été mal construit. C'est-à-dire que aujourd'hui, la page quand vous arrivez sur l'application que je vous invite à télécharger, si vous voulez vous inscrire, vous identifier ou faire mot de passe oublié, ça appelle le même contrôleur. Donc ça veut dire qu'en fait, à un moment, les heatmaps
devenait assez illisible en branchant à Stone, parce qu'en fait, forcément, les zones de tape ne sont pas les mêmes sur un formulaire d'inscription ou juste sur login mot de passe ou sur Facebook Connect ou juste sur la page où on met juste son adresse email pour avoir son mot de passe oublié. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, mais ça ressemble un peu à un truc. C'est-à-dire plusieurs actions différentes passées par la même En page. fait, il y a un seul contrôleur, et si vous téléchargez l'application, vous verrez que ça fait flip-flop entre s'inscrire et flip-flop, ouais, entre s'inscrire et s'identifier. Et en fait, c'est un seul contrôleur. C'est pas comme sur le web, on n'aura pas une page Donc, slash vous inscription. n'étiez pas ou en mesure de slash, faire la différence entre une simple inscription et Ah puis si, un si, on problème. était en mesure, mais en fait, nous, on n'avait pas cette, ce que ça pouvait être une problématique, parce qu'on suit nos KPI. Mais quand on a vraiment voulu voir enfin les parcours clients, ce qu'on ne faisait pas avant, on était assez empirique, encore une fois, on s'est rendu compte qu'il y avait un seul contrôleur, donc ça appelait 3 fois la même chose, enfin, c'était 3 pages différentes, mais appelées une seule fois, et que du coup, on ne pouvait pas vraiment, page par page, voir les choses. Donc, bah, dans la roadmap directe, on va revoir tout ça. En faisant évidemment 3 contrôleurs pour bien Exactement, pour suivre pouvoir le comportement analyser, modifier et faire la démo, enfin faire les quick wins qui ont été montrés Et chez ça, il y avait Avantralway que... pour vraiment pouvoir dire on va changer ça. Il n'y avait que la heatmap qui permettait de voir ce type d'incident. Bah, en tout cas, nous, on ne l'avait jamais identifié. Soit peut-être les développeurs s'étaient bien gardés de nous le dire. Je sais pas, pourtant ils sont très bons. Non, plus sérieusement, on n'avait pas du tout identifié ce problème parce que on a encore une fois, enfin, là on va vraiment dans de la chirurgie quand on va dans ce genre de niveau de détail. Quand je décide de travailler avec Philippe, c'est comme je l'ai dit, on a la croissance sur l'audience, on fait un beau chiffre d'affaires sur le mobile, on a une croissance sur le chiffre d'affaires. On va dans la chirurgie parce que le taux de conversion sur l'inscription, il est bon. Donc, contrôleur unique ou pas. Mais chaque détail compte. Les gens, il n'y a pas de crash quand on lance l'appli, donc les gens accèdent. Donc, je veux dire, le chiffre il est fait. Je veux dire, le job is done, comme dirait mon patron. Mais il y a un moment peut-être qu'on peut aller plus loin et qu'on peut encore, si on veut loquer plus de budget en acquisition, peut-être encore fluidifier. Et on a découvert que oui, même après 7 ans de mobile, on devait et pouvait optimiser. Nicolas, on a parlé tout à l'heure de crowdsourcing, de s'appuyer sur ses utilisateurs pour tester les applications. On parle là de heatmap. Il y a des choses aussi que vous avez testées chez Avantralway ? Alors, le heatmap, à mon grand regret, on ne l'utilise pas assez pour l'heure, faute de temps, mais c'est vrai que c'est un des outils, on a choisi Ezeton pour ça, qu'on veut vraiment expérimenter, d'ailleurs plus spécifiquement sur tablette, qui est quand même un device sur lequel on a potentiellement plus de zones de tape et plus de choses à améliorer. Mais en tout cas, on a très rapidement, l'an dernier, quand on a choisi Ezeton, décidé de tester sur le point spécifique, enfin en tout cas ce qui nous permet de faire la conversion, qui sont les boutons de contact, donc mail et téléphone. Et comme le montrait Philippe tout à l'heure, c'est vrai qu'on a le chiffre était assez probant, c'est-à-dire qu'on a remplacé un bouton qui était contacter l'agence, qui lui-même se divisait en 2 étapes, tel et mail. On l'a remplacé par 2 boutons, non pas texte, mais iconique. On a été à plus de 36% de transfo, ce qui pour nous est colossal. Voilà. Ouais. Donc ça nous a permis finalement de valider quelque chose qu'on avait déjà en tête, qui était de remplacer du texte par des icônes très parlants pour la plupart des utilisateurs. Ça a transformé. Je pense que l'A/B test, on a dû le faire durer seulement 2-3 jours. Donc ça permet de valider quelque chose très rapidement, de basculer sur 100% d'audience très rapidement sur quelque chose qui fonctionne très bien. Donc voilà, les heatmaps dans un second temps, mais en tout, voilà, je pense dans les mois à venir. Voilà, l'optimisation de l'interface utilisateur, c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup et sur lequel on va beaucoup s'appuyer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, notamment pour tout ce qui est optimisation des formats pub. Donc l'emplacement des formats pub et les formats pub en eux-mêmes. Voir si... Avec pour objectif d'améliorer les taux de clic. D'améliorer les taux de clic tout en ne détériorant pas l'expérience utilisateur de base, qui est pour nos utilisateurs de trouver le bien immobilier de leur rêve. Et comme disait Julien Henry, vous étiez jusqu'à présent dans une logique empirique et maintenant vous êtes complètement data-driven par tous ces nouveaux outils. Alors, on a effectivement beaucoup de chiffres et on réfléchit à utiliser ces chiffres de plus en plus pour être de plus en plus proactif. C'est-à-dire, alors contrairement à notre version web, sur Avantralway mobile, on n'a pas de compte utilisateur. C'est-à-dire qu'on s'enrichit, on utilise vraiment toutes les données utilisateurs qu'on collecte au fur et à mesure pour adapter le parcours utilisateur sans forcément lui demander de créer son compte, de dire si c'est un homme ou une femme, est-ce qu'il a 2 enfants, est-ce qu'il cherche... Voilà. On essaie de comprendre par sa recherche IMO au fur et à mesure
de construire son profil et d'être proactif, de lui amener vraiment le bien immobilier qu'il recherche dans un laps de temps le plus court possible. On est quand même dans un environnement très concurrentiel. Il faut savoir qu'un utilisateur qui cherche à acheter en France a 1,4 applications sur son device et 1,2 quand il est en location. Donc, beaucoup de concurrence. Il faut qu'on soit très bon très vite et qu'on amène. Notre promesse, c'est d'amener à l'utilisateur le bien immobilier de ses rêves le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible. On en parlera peut-être à la fin de cette table ronde, mais il y a des choses qui nous guettent de plus en plus, ce sont les bots, c'est-à-dire répondre à une problématique en très peu d'informations. Je ne dis pas qu'on essaye d'y venir petit à petit, mais en tout cas, la logique est la même. J'ai une information que je donne à l'application, à nous, derrière, avec les données et avec notre interface, de donner la réponse la plus rapide possible. Yvan, Nicolas parlait d'A/B testing, hein, c'est une des spécialités d'Aston. C'est des choses que vous testez aujourd'hui au sein de vos applications pour toujours optimiser l'engagement et la conversion avec vos comme utilisateurs. je le disais, on est sur le point de le faire. Et on veut le faire parce qu'on veut aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, où on a déjà, comme je le disais tout à l'heure, ce premier niveau d'interaction avec nos clients. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment, pour l'instant, dans l'ère du push notif encore, où on a, comme je disais tout à l'heure, quand même une très grande efficacité. En fait, on a identifié dans les différentes campagnes qu'on a fait dans toutes nos applications qu'on avait un taux de clic sur les push notifs segmentés de 40%. Donc ça, c'est vraiment la base de notre travail aujourd'hui pour les convaincre d'aller plus loin. C'est de dire quand on délivre la bonne information au bon client, au bon moment, ça l'intéresse et il clique. Et donc on utilise... Contre combien quand c'est pas personnalisé? Quand c'est pas personnalisé, pour le coup, nous, j'ai pas les chiffres, mais ce qui est connu dans le marché, c'est moins de 5%. D'accord. Donc vous avez quasiment décuplé le taux de clics sur les push. Et donc vous vous êtes dit, il faut qu'on accélère sur la personnalisation. Voilà. Il faut qu'on accélère. Pour toutes les interfaces et pas simplement le push. Voilà. Donc c'est là où c'est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on dépasse les applications. Hein. C'est-à-dire que on l'a vu tout à l'heure, on a déployé des outils spécifiques au mobile, mais aujourd'hui on essaie... On en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, cette prise de conscience de la puissance de la personnalisation sur le push, ça vous pousse à essayer de le faire aussi sur les interfaces. Et la première étape, c'est donc l'A/B testing. Vous le testerez quand, à peu près en fin d'année? C'est marrant parce que là aujourd'hui j'ai mon interlocuteur France qui est venu, donc ça veut dire que j'ai réussi déjà à le convaincre d'aller plus loin. Donc oui, on veut vraiment, là, d'ici 2-3 mois, tester l'A/B testing, la personnalisation sur des use cases, alors qui ont un peu été évoqués tout à l'heure. On a un use case là où on veut intégrer de la pub dans une application. Donc, on veut essayer, avec l'A/B testing, on veut voir comment intégrer de la meilleure manière la publicité. Et ça, on sait que chez Orange, et c'est un sujet très sensible pour nos clients, mettre de la publicité dans une application Orange, il faut le faire vraiment au bon moment, à bon escient, de la bonne manière, etc. Donc pour nous, l'A/B testing, là, c'est essentiel. Ensuite, on veut tester la personnalisation pour vraiment personnaliser l'expérience client en fonction des profils de nos clients. Non seulement on veut utiliser des segments sur les données d'usage qu'on va récolter au sein des applications, mais on veut, puisque c'est des outils ouverts, on veut récupérer des données qui viennent de nos SI, des offres, pour, par exemple, en fonction du segment et du profil offre de nos clients, aller leur présenter des parcours clients vraiment spécifiques qui ne soient pas le même d'un client à l'autre. Et puis, on veut aussi l'utiliser sur des use cases un peu plus classiques pour aller faire découvrir des fonctionnalités. Et là, ça rejoint tout ce qu'on a dit. Parfois, on design une application avec des fonctionnalités qui sont au fin fond de page. Et puis, en fait, on se rend compte que les clients ne les utilisent pas. Pour ça, la personnalisation peut être assez intéressante. Si, par exemple, vous avez une fonction, je sais pas, pour activer une synchronisation. Nous, par exemple, on a une appli cloud. Hein, il faut activer la fonction synchronisation. On peut très bien imaginer le segment de client qui n'a pas encore activé la synchro, et lorsqu'il va aller dans l'application, lui pousser cette fonctionnalité
en haut de la page. Et puis, une fois qu'il l'a activé, on remet cette fonctionnalité un peu plus au fond de l'application. Et donc, c'est vraiment des use cases qu'on va mettre en place. Avec des écarts potentiels entre ce que vous aviez testé auprès de vos 40 000 bêta-testeurs et puis la réalité des usages. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que quand on co-crée une application avec des clients dans des workshops, on repart, on a fait venir 20 clients, on a partagé avec eux pendant une demi-journée, on repart avec 20 designs, 20 recos d'applications, et puis au final on les déçoit parce que avec les technos aujourd'hui, on développe une appli pour tout le monde. Alors par du code, on essaie un peu de personnaliser, mais on n'a jamais. Ça vous cherchez le plus petit dénominateur voilà, commun, et puis du coup, finalement, on fait une appli pour tout le monde, et on fait une déçu. appli pour personne. Ça, c'est vraiment, moi j'en suis convaincu. Donc l'application unique, c'est compliqué. Voilà, c'est fini, il faut arrêter de faire ça, quoi. Enfin, en tous les cas, chez nous, on ne peut plus faire ça, parce qu'au final, on ne satisfait personne. Et les premières étapes du push notif montrent que quand on personnalise, on décuple vraiment l'efficacité. Donc il faut vraiment. Vous êtes très enthousiaste pour le faire sur toutes vos interfaces. Julien Henry, alors vous nous le rappeliez, le modèle des ventes événementielles se prête à ce type de personnalisation. Vous en êtes où, vous, dans l'A/B testing, et c'est aussi un objectif de faire une interface par utilisateur à terme? Oui, bien sûr. Oui. Alors nous, on en est où? Donc on a commencé avec les heatmaps. On est en train toujours de regarder notre segmentation que l'on fait. On voit nos heavy users, on voit aussi nos dormants, il n'y en a pas que sur les autres devices. On va tester prochainement une nouvelle homepage sur l'iPad. Gros sujet, comme on le disait, parce c'est un plus grand écran que l'iPhone et que le smartphone. Et puis Créteau nous disait c'est quasiment c'est la moitié le parc de l'activité mobile. Chez Bazarchic, le parc sur les tablettes est inférieur, mais vu que les paniers moyens sont plus élevés, beaucoup plus contributeurs en business. Donc, c'est important. Et donc, il y a des leviers de BizDev à aller chercher. Refonte totale du tunnel d'achat. Donc, on touche un peu à ce qui nous fait vivre. Donc, c'est stratégique. Un gros sujet. Donc là, on l'a vraiment pensé en UX par rapport aussi à des tests qu'on avait fait auparavant. Et on a totalement embarqué dans la méthodologie de mon studio, sur l'ergonomie. Des tests embarqués, c'est-à-dire qu'on ne sait pas doter juste du tunnel, il va être comme ça, et puis on fait des versions desktop et mobile, mais directement que ce soit sur le desktop ou sur le mobile, il y aura plusieurs versions, et on va voir qu'est-ce qui sera le plus prégnant. Et on va y adosser notamment ces versions, on va jouer entre guillemets par rapport à des segments de users, et voir comment ça réagit par rapport à des gens très engagés qui viennent tous les matins, d'autres qui sont un peu plus occasionnels. Et puis, évidemment, on va les fractionner par device et évidemment par OS, comportement très différent entre un iOSien et un Androidien. Donc, on va faire tout ça. Donc, beaucoup de segmentation, beaucoup de tests sur la bêta testing. Beaucoup de tests, absolument. Et puis, sur les push mobiles, nous, on a un engagement de ne pas être trop intrusif. Moi, je dis toujours que on pense souvent que le push mobile, c'est le nouvel Eldorado quand on connaît l'attrition et le churn sur le canal email. Nous, on voit que pour donner un chiffre, on voit que quand on fait un push mobile événementiel, donc on ne fait pas trop un push mobile quotidien qui pourrait être un peu du spam, on est sur un device très personnel, on a en moyenne 30% de trafic en plus, de users en plus, dès qu'on fait un push, donc ça réagit évidemment très fortement. On a des réflexions pour le faire de façon plus récurrente, industrialisée, après cette phase un peu de testing. Par contre, le mot d'ordre que j'ai donné, qui sera le nôtre, et ceux qui ont l'application, et ils sont nombreux, pratiquement personne ne le recevra tous les jours, sauf s'ils ont un taux d'engagement fort. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dit un peu, ne reproduisons pas les erreurs, je trouve souvent dans le web, de l'email marketing, avec l'email, voilà, avec le mobile. Ne déclinons pas, surtout dans déclinaison, il y a déclin. Donc, on va adapter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire une newsletter quotidienne, comme c'est le cas encore sur la partie web, même si une grosse ouverture mobile.
on va vraiment adapter. Et donc, on s'est mis en phase et en mode projet. On s'est dit, OK, ceux qui vont concrètement avoir des taux d'engagement aussi bons que chez Orange, c'est que ce sont des intentionnistes qui concrètement cherchent des bonnes affaires dans la mode, l'univers de la maison, un voyage, ce qu'on veut, et qui viennent tous les matins. Donc, eux, j'ai aucun problème pour leur dire, les ventes ouvrent à 7h du mat. Les autres, par contre, on va faire après un jour sur 2, un jour sur 3, push hebdo, push vraiment très événementiel. Et donc, on va vraiment segmenter comme ça et y adosser une pression commerciale pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et au-delà du push, à terme, donc, on aura perso, on le fait. Une personnalisation de toutes les interfaces. On le fait déjà. On a un outil qui nous permet de pouvoir faire du push in-app. C'est vrai qu'on parle souvent du off-app. Et le push in-app est très important pour avoir une petite bannière qui rappelle une actualité, une promotion, une opération spéciale. Des soldes arrivent dans 15 jours. Donc, il y a plein de choses à prévoir. Et ça, on voit que ça marche très, très bien. Et on arrive à faire des zones de perso selon, encore une fois, le user. On va lui proposer ou ce qu'il a dans le panier. Par exemple, on va être capable vraiment de lui mettre particulièrement en avant un facilité de paiement, un paiement en 3 fois si son panier moyen est au-dessus de 100 €. Ouais. Nicolas, chez Avendre à louer, vous faites aussi, j'imagine, une réflexion assez avancée sur cette personnalisation des recherches et peut-être aussi une pré-personnalisation, par exemple, en fonction de la géolocalisation des gens. Alors, la personnalisation, nous, finalement, on l'intègre dès la première recherche de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a commencé sa recherche, on lui affiche l'historique de ça ou de ses recherches pour finalement qu'il n'ait plus à taper, à utiliser le moteur de recherche, qui est finalement la partie la plus longue de son expérience. Enfin, je veux dire, avant la consultation. Donc oui, une fois que l'utilisateur est rentré dans ce tunnel de recherche, on lui facilite les choses et on fait en sorte qu'il ait le moins d'actions possible à faire, à part le fait de contacter les agences immobilières. Donc, on a aussi toute une logique de CRM avec des notifications. On a plusieurs types de notifications. Alors, outre la partie alerte mail historique qui est propre au web, mais qu'on propose aussi sur mobile, on a évidemment des notifications push. On en a 4 types. Donc, on a des notifications édito, c'est-à-dire qu'on informe l'utilisateur sur les nouveautés du marché, les nouvelles lois en matière d'immobilier, voilà, des baisses de taux, etc. On a des push alertes, évidemment, qui disent, ben voilà, là, on a 2 nouveautés qui correspondent à vos critères de recherche. On a des alertes type CRM, donc là, qui s'adaptent au parcours de l'utilisateur. Si la personne a recherché un bien en location et n'est pas revenu au bout de 3 jours, on lui relance évidemment une notif, sans évidemment le bombarder, évidemment. On a fait quelque chose d'assez correct. Et on a un quatrième type de notification dont j'avais parlé l'an dernier, qui sont les... et du coup, qui sont les notifications beacon dont j'avais parlé l'an dernier, qui sont là, on est vraiment dans du proactif pur, c'est-à-dire que la personne passe devant une agence, et si l'agence dispose d'au moins un bien correspondant à ses critères de recherche, on va les dire, l'agence Century 21 Levallois propose un 3 pièces à moins de 400 000 € correspondant à vos critères de recherche. Donc là, on est vraiment dans la proaction pure. L'utilisateur n'a finalement rien d'autre à faire que continuer à marcher dans la rue et l'utilisateur sort son téléphone si le téléphone vibre et lui dit bah voilà, là in situ tu as la possibilité d'être le premier sur cette loc ou cette vente. Avec des gains en termes de performance sur les... Alors on a oui, alors je peux vous donner quelques chiffres sur on a des agences, on va dire que les agences qui surperforment, on a 7 notifications sur 10 quotidiennes qui sont ouvertes. Je ne dis pas que la personne rentre dans l'agence, mais en tout cas, 7 sur celles qui surperforment. Hein. D'accord. On a évidemment des agences qui sont bien en dessous, mais en tout cas, celles qui surperforment, qui sont très bien placées, devant un arrêt de bus, devant la sortie d'une station de métro ou autre. Donc des agences qui potentiellement ont un portefeuille de biens immobiliers assez large et qui correspondent aux recherches des utilisateurs parisiens. Même si on n'est pas que sur Paris. Voilà, c'est des agences qui, 7 fois sur 10, génèrent une notification ouverte. Alors, Yvan, vous nous disiez que c'est formidable ce qu'on fait dans les applications, mais l'un des gros sujets, ça va être de pouvoir le faire aussi sur le web mobile, voire sur le web traditionnel. On a l'impression que dans le monde applicatif, on est un petit peu en avance par rapport à d'autres environnements. Où en est votre réflexion sur cette uniformisation des bonnes pratiques et des outils ? Je ne sais pas si on est en avance, mais en tous les cas, nous,
on se rend compte qu'on est un peu au milieu d'un gué où on a fait plein de choses sur des canaux traditionnels, SMS, mail, web. On est devenu, à mon avis, assez performant sur les applications. Mais maintenant, on se pose la question, alors peut-être on aurait dû le faire avant, mais en tous les cas, c'est comme ça, de comment on suit notre client à 360. Et donc, on se dit, tout ce qu'on fait dans les applications, les push, etc., comment on arrive à croiser toutes les données de nos clients, comment on arrive à avoir une vision globale du parcours de nos clients, où est-ce qu'on est allé les chercher, comment ça a marché, qui est allé sur le web, qui est allé dans les applis, et être capable, en fonction de cette historique, plus d'autres données, comme je le disais tout à l'heure, de leur offre, des données externes aussi, contextuelles, géolocalisation, être capable du coup, quel que soit l'endroit où est notre client, qu'il soit sur le web ou dans une appli, être capable de savoir vraiment qui il est, d'où il vient, quel est son historique, pour pouvoir lui offrir vraiment cette meilleure expérience possible et qu'il ait pas simplement l'impression ou le sentiment, mais qu'ils se disent, tiens, en fait, on sait qui je suis, on sait d'où je viens, on sait quels sont mes besoins et on y répond. Alors, c'est toutes les problématiques liées au DMP et Oui, à l'interconnexion avec le CRM. Et du coup, les outils que vous êtes en train de déployer sur les applications pourraient devenir en fait des outils universels? Alors, on est en train de faire ce travail justement de soit d'auditer et pourquoi pas d'évoluer vers des outils qui sont peut-être plus cross-canal ou de bien continuer à avoir ce qu'on a aujourd'hui, des outils assez performants sur le web, sur les applis, et d'avoir des infrastructures qui permettent le transfert des ID et donc de choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est ça la problématique, hein. Nous, on ne sait pas savoir qu'un client qui est venu dans une appli, il est d'abord allé sur le web. Si ce n'est dans quelques applications, on commence à le savoir, mais on veut le généraliser. Donc, on est en train de réfléchir à la fois en termes d'outils et en termes d'infrastructures pour être vraiment sûr d'avoir cette vision client 360 et d'avoir les bons outils pour faire cette personnalisation et cette anticipation. On le fait déjà, par exemple, en dehors des applis. Marketing prédictif, on a un exemple qui est assez connu, qui est dans certaines régions qui subissent pas mal d'orages. Oui. En fait, on prévient nos clients avant que l'orage arrive qu'il faut qu'ils débranchent leur Livebox, ça va éviter qu'elle crache, ou alors on leur suggère d'avoir des prises parafoudre. Donc on fait déjà ça en dehors des applications. Donc il faut qu'on arrive à garder cette info tout au long du parcours d'utilisation de nos clients. Julien Henry, la question du cross-device se pose quand on est aussi en avance sur les apps? Oui, ça se pose. Moi, ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, ça a été un peu touché du doigt tout à l'heure. Il y a une sacrée fragmentation, quoi. C'est-à-dire que, je dis ça gentiment, humblement, voilà. Mais c'est beaucoup d'énergie quand on est décideur en marketing que d'arriver à trouver, et je suis l'association du marketing mobile, donc on en parle beaucoup, de trouver un acteur qui vraiment arriverait à nous faire le saint graal un peu du marketing, la promesse depuis. Vous êtes en train de suggérer à HP de racheter Aston, peut-être? Non, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un acteur qui va être aussi à l'aise sur le cookie que le cookie-less. Voilà ce que je dis. Et pourtant, c'est notre enjeu, cross-device. Donc, c'est pas simple. Il y en a qui sont des spécialistes mobiles et quand on commence à leur parler de cookies, il n'y a plus personne, pas grand monde. Et on a des acteurs très historiques sur le cookie et quand on leur dit, bah oui, mais 61% de l'audience, c'est du mobile, il n'y a plus grand monde. Donc, c'est un problème pour moi parce que c'est quand même important. Et donc, aujourd'hui, on est obligé, moi je suis dans une phase dans ma roadmap et dans mes choix de partenaires, même si je les aime tous, où c'est fragmenté. Ouais, donc vous multipliez les Je interlocuteurs. multiplie les honoraires, je multiplie les choses, et donc Puis vous vous transformez en directeur informatique, parce qu'en fait vous branchez plein de solutions qui ne sont pas forcément compatibles. C'est pour ça entre elles. que je fais pas mal de networking, et c'est d'ailleurs dans ce genre d'événement que j'ai rencontré Aston, donc c'était un ROI très positif. Oui, j'ai besoin de cartographier le marché en permanence pour être sûr de ne pas faire rentrer un loup dans une magnifique bergerie, parce que ce serait une catastrophe sur des applications qui nous font beaucoup vivre et qui sont en croissance. Rapidement, parce qu'on va conclure. Sur la data, nous, c'est assez important. C'est aussi pour ça peut-être qu'on avance moins vite que d'autres. On veut vraiment porter une attention très particulière à l'utilisation de la data de nos clients. Et donc, on a lancé une initiative qui s'appelle le badge de confiance, qui consiste à être très transparent sur quelles données
nos services et en particulier nos applications vont utiliser pour fonctionner. Pourquoi on a besoin de cette donnée dans telle application, donc une approche vraiment de transparence contextuelle et dans chaque application, de donner le contrôle à l'utilisateur de pouvoir à tout moment révoquer le fait qu'on utilise une application, enfin une donnée dans cette application. Donc, ça peut, nous, on se dit qu'on préfère avoir des utilisateurs qui ont parfaitement conscience des données qu'on utilise et qui soient parfaitement d'accord, plutôt que de le faire de manière un peu détournée. Nicolas, juste un mot là-dessus sur les outils des apps qui pourraient un jour devenir des outils universels. C'est quoi votre regard sur ce sujet chez Avandra Loué? Alors nous, je le disais tout à l'heure, on a fait le choix de ne pas avoir de compte utilisateur sur la partie mobile pour simplifier le plus possible. Donc vous avez aligné le mobile sur le web, mais c'était peut-être pas la bonne idée. Non, justement, on n'a pas aligné le mobile sur le web, puisque sur le web, on a un compte utilisateur. Ah, pardon. Voilà. Et on a fait le choix justement de ne pas raccorder les deux. Ça arrivera peut-être un jour, mais par contre, on réfléchit évidemment à avoir la solution unique qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui permettra de comprendre et de connaître exactement un utilisateur, ce qu'il a fait sur notre site web ou sur le site web d'un concurrent et qui ensuite vient sur notre application. Ça n'existe pas. Je pense qu'il faudra, ça va prendre encore un petit moment, mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu le Saint Graal. Dans l'immobilier, il faut savoir qu'il y a 90% des actions de recherche immobilière qui commencent sur Internet. Web ou web mobile. Voilà. Si on arrive à comprendre qui veut quoi sur tel site et ensuite cette personne arrive chez nous, on sera les rois du monde. En tout cas, ça permettra de simplifier le parcours utilisateur, de simplifier au maximum la recherche de l'utilisateur. Mais voilà, on n'a pas pour l'heure d'outils mobiles qu'on veut vraiment transposer au web. On a la chance d'avoir deux médias qui sont complémentaires et on répond à la problématique de nos utilisateurs de manière différente et complémentaire sur le web et sur le mobile. Voilà, l'idée c'est un jour de pouvoir connaître cette personne qui vient de nulle part. Et nous poursuivrons cette discussion, j'en suis certain, au sein de la Mobile Marketing Association. Exactement. Merci en tout cas tous les trois pour ces témoignages. On est un petit peu en retard, donc je vais peut-être conclure maintenant. On rappelle que c'est bientôt les soldes et qu'évidemment il faut installer l'application Bazar Chic pour profiter de ces soldes. Si on a envie de changer d'appartement, on peut tout à fait aller sur Avandre, louer ou le vendre, hein, évidemment. Et puis rien de mieux que le réseau Orange pour téléphoner en France et dans le monde. Avec une nouvelle Livebox fabuleuse à la maison qui fait bien plus que du triple play. Et qui est jugé très performant par la presse, je le confirme. Merci en tout cas à tous les trois, et puis n'hésitez pas à continuer de networker autour d'un dernier café. Merci à tous.